En manchette aujourd'hui, fin de la relocalisation des sinistrés à la SAR et diminution des guichets et centres de services des jardins dans la région. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue au TVA Midi. On revient sur l'incendie qui a frappé le centre-ville de la Sarre le 21 juillet dernier. Et Sophie, on le voit bien, là, vous êtes présentement sur place et les sinistrés de l'incendie ont presque tous été relocalisés. Oui, il reste que quelques sinistrés là, qui n'ont pas retrouvé de logement permanent, mais des démarches sont en cours. Ils ont des ressources également là, pour les accompagner. Et je vous rappelle, il y a 22 résidents qui se sont retrouvés à la rue le 21 juillet dernier. Il y a également 13 commerces qui ont été la proie des flammes. Et par contre, il y a tout de suite une cellule de crise qui a été mise en place après l'incendie par la Ville. Il y a également eu beaucoup de mobilisation de la part de citoyens et de divers organismes de la MRC d'Abitibi-Ouest. Les sinistrés ont tout de suite été pris en charge pour l'hébergement. Et il y a une campagne de dons qui a été lancée également pour retrouver de la nourriture non périssable, des vêtements, des meubles, des accessoires de maison. Donc tout ça pour aider aux démarches de relocalisation finalement. Et c'est 25 000 là, qui ont été amassés dans tout ça. Je vous laisse entendre le chef de la brigade des pompiers ici à la Sarre qui explique là, qui est vraiment satisfait en fait de la solidarité de la communauté dans ce dossier-là. Rapidement, les gens qui avaient de la famille, qui ont pu se relocaliser, il y a une bonne portion des gens que ça a bien été à ce niveau-là. Ensuite, c'est sûr qu'on a pris le temps, donc les gens ont resté un petit peu plus longtemps à l'hôtel pour pouvoir se donner le temps, mais ça a super bien été. Les gens ont été hyper aidants. On a eu beaucoup de dons en argent, en meubles, en vêtements. La Maison Saint-André a aidé les sinistrés au niveau des repas pendant la période où ils étaient à l'hôtel puis qu'il n'y avait pas vraiment de place. Et pour ce qui est des 13 entreprises qui ont été la proie des flammes, eh bien, tous les travailleurs autonomes là, se sont relocalisés et ont même déjà recommencé leurs activités. Par contre, le cinéma de la Sarre ainsi que le Candy Shop Tattoo sont en train d'analyser les différentes options. Le restaurant Léo, pour sa part, a commencé des travaux, des installations pour une éventuelle relocalisation. Et vous le voyez évidemment derrière moi, les débris sont encore là. Et donc, c'est parce que c'est la responsabilité des propriétaires là, de nettoyer tout ça. Il y a des démarches qui sont encore en cours par rapport aux réclamations d'assurance. On va donc savoir là, dans les prochaines semaines ce qui va advenir avec tout ça. On va continuer de suivre le dossier. Merci, Sophie. Le Mouvement des Jardins annonçait en début d'année vouloir réduire d'environ 30 de ses centres de services et de ses guichets automatiques. Et Andréi, dans la région, on constate de plus en plus les effets de ce plan de réduction. Effectivement, Kémilia, les plus récentes conséquences, c'est évidemment la fermeture des centres de services à Malartic et Barrault il y a 2 mois de cela. On se rappelle que ça avait fait beaucoup réagir, mais il y a aussi le retrait de plusieurs guichets automatiques à travers la région, notamment à Rouyn-Noranda, où dans les derniers mois, il y a 2 endroits où on en trouvait qui en ont plus, soit à l'hôpital et à l'UQAT. Aux sièges sociaux des différentes caisses, dont à la Sarre, Rouyn-Noranda et Val-d'Or, on compte seulement 2 guichets, alors qu'auparavant, 3 machines étaient mises à la disposition des membres. Et si on recule un petit peu plus loin dans le temps, là, il y a quelques années, 2 centres de services avaient fermé leurs portes en Abitibi-Ouest et 4 autres au Témiscamingue. La préfète de la MRC suit la situation de près alors qu'il reste encore 4 centres de services et 6 endroits où effectuer des transactions avec un guichet automatique au Témiscamingue. Elle me rappelait qu'il est difficile de faire pression face à ces réductions de services venant d'institutions privées comme Desjardins. On doit toujours rester en contact avec ces organisations-là, bien que ça ne nous satisfasse pas la façon dont ils agissent, les fermetures qu'ils créent, qu'ils font, ne serait-ce que pour au moins maintenir le lien et s'assurer que les besoins des citoyens soient connus. Desjardins, c'est une coopérative. Il est possible que si l'ensemble des membres s'objectent aux fermetures envisagées, on en vienne à obtenir qu'il y ait moins de fermetures et qu'ils maintiennent les services.
Et André, la diminution des services par Desjardins remet encore plus à l'avant-plan les enjeux de dévitalisation des plus petites municipalités. Oui, parce que la présence d'une caisse là, ou d'un guichet automatique, c'est souvent l'un des rares services qu'il reste dans un village avec parfois un dépanneur, une école ou un bureau de poste. Et dans la MRC d'Abitibi, plus aucune municipalité avoisinante d'Amos, le pôle central, n'a de point de service financier par Desjardins. Le seul joueur qui était présent, d'ailleurs, vous le voyez, le nombre de guichets là, qui restent actuellement dans la région. Et pour le préfet Sébastien Dastou, la perte d'institutions et de services de proximité en milieu rural, eh bien, ça contribue à ce que les villages observent des baisses de population au profit des villes. Si on veut maintenir nos cœurs villageois en santé, ben, il faut avoir des services de proximité. Desjardins, c'en est un, Poste Canada, c'en est un autre, mais il y a aussi des services d'infirmières, des services de proximité. Moi, j'y crois et je suis conscient que d'offrir des milieux dynamiques ruraux, c'est essentiel pour que les communautés plus urbaines puissent survivre. J'ai tenté d'obtenir une entrevue avec Desjardins, mais par courriel, on s'est limité à me rappeler là, que la fermeture des centres de services et des guichets sont déterminés par le conseil d'administration de chacune des caisses et font suite à une évaluation du taux d'utilisation des services. Pour les caisses d'Amos, du Témiscamingue et de l'Est de l'Abitibi, on m'a confirmé qu'aucune autre réduction de services là, n'était imminente. Merci, André. Au plaisir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, avez-vous remarqué une diminution du nombre de guichets automatiques dans votre secteur? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva-abitibi.ca. Et dans le domaine aérien, les pilotes d'Air Canada votent à 98 % pour autoriser un recours à la grève. Les représentants syndicaux de l'Association des pilotes de ligne internationale peuvent l'utiliser pour arriver à une entente avec le transporteur aérien. Selon le syndicat, les travailleurs ont un taux de rémunération et des clauses de qualité de vie qui ont été négociées en 2014. Dans la région, on rappelle que la seule liaison aérienne faite par Air Canada est Rouyn-Noranda-Montréal. On vous en parlait hier des efforts écologiques d'Anico Eagle à son complexe canadien Malartic, oui. Eh bien, justement, ça se traduit aussi par l'électrification de leurs équipements. Mais par contre, quelques obstacles leur mettent des bâtons dans les roues. Félix Blaquière nous explique. Agnico Eagle soutient que l'écologie est au centre de leurs valeurs, et cela passe notamment par l'électrification de leurs équipements. Au niveau des équipements de service, des boulonneuses, c'est déjà des équipements qui marchent électriques. Fait que nous, scooters, on se connecte sur du 600 volts, ligne électrique, puis on utilise des foreuses pour mettre des poulons, forer les volets. Ce type d'équipement-là était juste motorisé diesel. Fait que pour se déplacer de place, il y avait un moteur diesel. Fait que nous, ce flotte-là est à 60 % électrique actuellement. Cependant, il se frotte à des obstacles, comme notamment les limites actuelles au niveau technologique. Il donne l'exemple des chargeuses navettes pesant 65 tonnes. Il faut comprendre que les chargeuses navettes, les scoops qu'on appelle dans notre langage, camions, la flotte est diesel. C'est des équipements flambant neufs qu'on a. La technologie n'existe pas encore au niveau équipement à batterie pour des équipements de cette grosseur-là. Nous, c'est sûr que la teneur est basse, il faut passer beaucoup de tonnes, fait que ça prend des gros équipements. L'entreprise minière reste toutefois proactive en la matière. On a une équipe la semaine prochaine qui va être en Suède pour aller voir avec Epiroc. Nous, on a une flotte Epiroc ici à Odyssée. Fait qu'il y a des gens qui vont aller voir une flotte Epiroc qui font des tests au niveau avec un trolley. Fait qu'un peu comme une espèce de tramway, si on veut, là, avec relié à un des câbles électriques. Fait qu'on en regarde voir ce qu'il y aurait la possibilité éventuellement de le faire là-dessus. Un autre obstacle à leurs ambitions électriques est la limite énergétique que peut leur fournir Hydro-Québec. La capacité d'Hydro-Québec de fournir en énergie aussi, qui est vraiment un enjeu aussi. Là, on voit ça des fois dans les journaux, on dit c'est plus ou moins vrai. Je peux vous dire que c'est vrai parce que des projets qu'on a, mettons, électriques, puis c'est pas une plainte envers Hydro-Québec en passant, là, mais on a des projets, des fois, qu'on peut y aller électrique au gaz naturel pour chauffer de l'eau, puis il faut y aller au gaz naturel parce que la capacité n'est pas là. Agnico Eagle est en processus d'électrifier davantage leurs équipements et ultimement, la minière souhaite une flotte 100% électrique quand la technologie le permettra et si la capacité énergétique est au rendez-vous. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Malartic.
Et toujours dans la Vallée de l'Or, la 6e édition du souper communautaire de Val-d'Or a été un succès. 1300 repas ont été servis. L'événement a accueilli 1100 convives, en plus des bénévoles et des exposants. Le conseiller en relation avec les milieux, Paul-Antoine Martel, affirme qu'il y a eu peu d'attentes et les personnes sont restées sur le site pour les activités. Il y a eu aussi la collaboration des organismes et des entreprises. Le conseiller ajoute que l'empreinte écologique a été minuscule avec seulement un quart de bacs verts de déchets. En éducation maintenant, les cégeps connaissent la plus forte hausse des populations étudiantes depuis 25 ans. Le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue n'y échappe pas, avec une hausse de 6,8 %. Il y a donc 141 personnes inscrites de plus que l'an dernier. Au Québec, il y a aussi une hausse de 14,4 % par rapport au nombre d'étudiants internationaux dans les cégeps à la même période que l'an passé. C'est une excellente nouvelle pour tout le Québec et un signe prometteur pour l'avenir, a déclaré la présidente directrice générale de la Fédération des cégeps. Et la saison estivale est terminée pour la guinguette chez Edmund, qui a accueilli 15 soirées festives cet été. Des artistes locaux, mais aussi de tout le Québec y ont performé. L'organisation est heureuse que ce projet favorise le vivre ensemble, stimule la découverte musicale et permette aux citoyens de fêter l'été entre amis et famille. Et la guinguette chez Edmund va accueillir des spectacles quelques dernières fois pour le week-end du Festival de musique émergente. Les Foreurs de Val-d'Or confirment l'ajout de Benjamin Cossette-Ayotte, Jacob Gucci et Benjamin Olivier dans leurs alignements pour la saison 2024-2025. Ils ont tous été sélectionnés en première ronde du dernier repêchage de la LHJMQ. À la météo, en ce vendredi, on profite de la belle température. Tant en Abitibi qu'au Témiscamingue, il y aura une alternance de soleil et de nuages avec des maximums qui tournent autour de 25 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, plus au nord, ce sera généralement nuageux avec 30 % de probabilité d'averse et un minimum de 14 degrés. Et au sud, ce sera partiellement nuageux avec un minimum de 14 également. Je termine avec le karatéka Alexandre Saint-Arnaud qui a reçu une commandite de 1 500 $ pour la saison 2024-2025 de la part de Desjardins. C'est donc ce qui complète le bulletin pour ce midi. On se retrouve ce soir à 18 h. D'ici là, passez une très belle journée.